Nous trouvons tout d'abord cette vitesse, qui est la vitesse initiale du lancer. Ensuite, on nous précise que le lancer il est effectué horizontalement, ce qui nous informe que l'angle alpha du tir vaudra 0 degré. On nous précise ensuite que la balle n'a pas été interceptée et est retombée à 23,32 mètres des pieds de Tim. Alors ici, nous avons deux informations. Cette distance est la distance horizontale parcourue par la balle, c'est ce qu'on appelle la portée du tir, et elle sera notée xt dans nos équations. Et puis comme la balle est retombée au sol, nous avons l'information de sa hauteur finale qui est yt égale à 0. Cela nous donne donc toutes ces données que j'ai indiquées ici. J'ai également fait un petit schéma de la situation. Alors il y a juste ici la vitesse initiale qui doit être convertie en mètres par seconde. Nous écrivons à présent les trois équations du mouvement parabolique, qui sont ces trois équations, dans lesquelles nous remplaçons toutes les données que nous venons d'identifier. Alors on obtient ces trois équations, numérotées 1, 2 et 3, que l'on va pouvoir résoudre pour déterminer tout d'abord le temps de vol de la balle, donc le petit t dans les équations. Ensuite, la hauteur de laquelle a été lancée la balle, donc ça c'est la hauteur initiale de la balle, qui correspond à y0 dans nos équations. Et enfin, la vitesse d'impact de la balle, pour laquelle nous aurons besoin de calculer le vyt. Alors ici, on peut remarquer que la première équation nous permettra de calculer immédiatement le temps de vol. Lorsque nous aurons obtenu ce temps de vol, nous pourrons le remplacer dans la deuxième équation afin de calculer la hauteur initiale de la balle. Et nous pourrons également le remplacer, ce temps de vol, dans l'équation 3, afin de déterminer la valeur de vyt, qui nous sera donc utile pour le calcul de la vitesse d'impact de la balle. Nous venons donc de trouver un temps de vol de 0,53 secondes. En le remplaçant dans l'équation 2, nous avons trouvé la hauteur initiale de 1,38 mètres. Et je viens maintenant de trouver la vitesse finale verticale de la balle qui est de moins 5,20 mètres par seconde. Le moins est tout à fait logique puisque au moment de l'impact, la vitesse de la balle est orientée globalement vers le bas et donc il est tout à fait normal que la composante verticale de la vitesse soit négative puisque notre axe Y est quant à lui orienté vers le haut. Alors pour calculer la vitesse d'impact de la balle, nous utilisons l'équation de la norme d'un vecteur qui est l'équation suivante. Et dans cette équation, nous remplaçons V0 que nous connaissons, alpha qui est 0 degré que nous connaissons également, et Vyt que nous venons de calculer. Nous avons tout d'abord cet angle de 30 degrés qui sera l'angle alpha du tir oblique. Nous avons également cette hauteur de 1,5 m qui sera la hauteur initiale du tir, donc y0. Ensuite, on nous précise qu'une cible est située 150 mètres plus loin, à 0,5 m du sol. Alors ceci sera la distance horizontale que devra parcourir la flèche pour atteindre la cible. Donc cela correspondra à la portée du tir, c'est-à-dire xt dans nos équations. Et ceci sera la hauteur finale à laquelle la flèche devra se trouver, toujours pour atteindre la cible, donc yt dans nos équations. Alors cela nous donne les données suivantes, et j'ai également réalisé le schéma ici pour que l'on voit un petit peu mieux ce qui se passe donc, dans le problème. Alors à partir de ces quatre données, nous écrivons les trois équations du mouvement parabolique, qui sont ces trois équations, et nous y remplaçons toutes les données du problème, ce qui nous permet de trouver ces trois équations. Alors nous devons maintenant résoudre ces équations pour déterminer tout d'abord la vitesse à laquelle la flèche doit être tirée pour atteindre la cible. Donc ici nous allons chercher la vitesse initiale V0. Alors on peut observer que cette vitesse initiale se trouve dans la première équation avec une autre inconnue qui est le temps, et puis elle se trouve également dans la deuxième équation, toujours avec cet inconnu qui est le temps. On va donc avoir ici un système de deux équations à deux inconnues
que nous allons devoir résoudre à l'aide de la méthode de substitution pour trouver la valeur de la vitesse initiale V0. Dans la méthode de substitution, nous utilisons la plus simple des deux équations pour isoler la plus simple des deux inconnues. Donc ici, nous allons utiliser la première équation, qui est la plus simple des deux, pour isoler donc la plus simple des inconnues. Alors en soi, il n'est pas plus simple d'isoler V0 que t dans cette première équation. Cependant, dans la deuxième équation, dans laquelle nous allons remplacer l'inconnu que nous aurons isolé, eh bien en fait V0 n'apparaît qu'une seule fois, ici, alors que t apparaît deux fois, ici et ici au carré. Il est donc plus simple d'isoler V0 dans la première équation pour effectuer le remplacement une seule fois dans la seconde équation. Voilà, nous venons de trouver la vitesse initiale à laquelle la flèche doit être tirée pour atteindre sa cible, donc 40,95 mètres par seconde. Au point B, on nous demande de calculer la vitesse de la flèche au moment de l'impact. Pour calculer cette vitesse, nous devons utiliser la troisième équation afin de calculer VYT, que nous utiliserons ensuite dans l'équation de la vitesse d'impact VT. Dans cet exercice, nous étudions le mouvement parabolique réalisé par un jet d'eau, c'est-à-dire en fait par toutes les petites molécules d'eau qui constituent le jet. Alors on nous précise que le pompier qui tient la lance à incendie se trouve à 90 mètres d'un immeuble en feu. On peut voir ici sur le schéma qui a été réalisé que cette donnée correspond à la distance horizontale qui est parcourue par le jet d'eau jusqu'à atteindre l'immeuble en feu. Cela correspondra donc dans nos équations à la portée du tir, c'est-à-dire à la valeur xt. On nous précise également que la lance à incendie se trouve à 1 mètre au-dessus du sol, donc cette donnée de 1 mètre correspond à la hauteur initiale du jet d'eau. On nous dit également qu'elle est inclinée sous un angle de 30 degrés, ceci est donc l'angle du tir alpha. Enfin, on nous donne la vitesse initiale du jet d'eau, donc des molécules d'eau, 40 mètres par seconde. Tout cela nous permet d'écrire les 4 données suivantes. À partir de là, nous pouvons écrire les 3 équations du mouvement parabolique, qui sont ces 3 équations, dans lesquelles nous remplaçons toutes les données que nous venons d'indiquer et nous obtenons ces 3 équations. Alors la première question que l'on nous pose est de déterminer la hauteur à laquelle le jet d'eau touche l'immeuble. Nous cherchons donc ici la valeur YT, donc la hauteur finale du jet d'eau. On peut observer que pour la calculer, cette hauteur finale, nous devons connaître le temps t, c'est-à-dire le temps que va prendre le jet d'eau pour atteindre l'immeuble. L'équation 1 nous permet de le calculer, ce temps, puisque le temps ici est la seule inconnue de l'équation. Nous trouvons une réponse de 19,85 mètres pour le point A de l'exercice. Au point B, on nous demande de calculer la hauteur maximale qui a été atteinte par le jet d'eau. Alors nous savons que pour calculer une hauteur maximale, nous devons imposer VYT égale à 0. Cependant, il y a dans ces données une donnée qui ne sera plus valable ici. En effet, au point A, nous nous intéressons au moment où l'eau touche l'immeuble, c'est-à-dire à ce moment. Et à ce moment, effectivement, l'eau a parcouru une distance horizontale qui est de 90 mètres. Cependant, au point B, nous nous intéressons au moment où l'eau atteint sa hauteur maximale, c'est-à-dire ce moment.
Or, à ce moment-là, la distance parcourue par l'eau, en tout cas la distance horizontale, eh bien elle n'est pas de 90 mètres, elle est plus petite. Donc attention, que cette donnée que nous avions inscrite ici est une donnée qui est valable uniquement pour le point A. Au point B, nous avons une autre donnée qui est donc VYT égale à 0, puisque nous cherchons la hauteur maximale atteinte par le jet d'eau. Les données ayant changé, nous nous trouvons avec 3 nouvelles équations du tir parabolique. Nous cherchons la hauteur maximale, à savoir YT, dans les équations. À nouveau, pour calculer cette hauteur, nous avons besoin de connaître le temps que va prendre l'eau pour sortir de la lance à incendie et arriver à sa hauteur maximale. Ce temps est donné dans l'équation 6, où il est la seule inconnue. Dans cet exercice, nous étudions le mouvement parabolique réalisé par une boule de neige qui est lancée d'une hauteur de 1,4 m. Il s'agit donc ici de la hauteur initiale de la boule de neige à 15 mètres par seconde. Ceci est donc sa vitesse initiale, suivant un angle de 45 degrés, qui est donc l'angle alpha du tir. Elle passe par sa hauteur maximale, puis atteint sa cible en pleine poitrine à 1,6 m du sol. Ceci sera donc la hauteur finale de la boule de neige. Nous avons donc ces 4 données. Et j'ai représenté ici, sur un petit schéma, les différentes données, ainsi que l'inconnu du problème, qui est donc la distance horizontale à laquelle la cible se tenait. À partir de là, nous pouvons écrire les 3 équations du mouvement parabolique, qui sont celles-ci, dans lesquelles nous remplaçons toutes les données que nous avons à disposition. Nous obtenons ces 3 équations. L'inconnu que nous cherchons est donc xt, qui se trouve ici dans la première équation. Pour la déterminer, nous avons besoin de connaître le temps que prendra la boule de neige pour parvenir à sa cible. Ce temps, nous pouvons le calculer grâce à la deuxième équation, puisqu'il est la seule inconnue de cette équation. Attention qu'il s'agit d'une équation du second degré, que nous devrons donc calculer en utilisant la méthode adéquate. Nous trouvons donc 2 solutions pour le temps, et ici il n'y en a aucune que nous pouvons rejeter parce qu'elle est négative. En réalité, il y a une raison pour laquelle nous trouvons 2 solutions. Nous venons donc de calculer le temps, après lequel la boule de neige allait se trouver à une hauteur de YT égale à 1,6 m. C'est bien ce que nous avons indiqué dans nos équations, donc c'est bien ce que nous sommes en train de calculer. En réalité, la boule de neige va passer 2 fois par la hauteur de 1,6 m. Elle va passer une première fois ici, juste après avoir été lancée, puis elle va passer par sa hauteur maximale, et puis elle va arriver une deuxième fois à la hauteur de 1,6 m. Le plus petit des 2 temps que nous avons trouvé est donc le temps que la boule de neige prend pour partir de sa position initiale jusqu'à cette première fois où elle arrive à une hauteur de 1,6 m. Et le plus long des 2 temps, et le temps que nous cherchons, c'est celui pour arriver à sa cible. On précise bien dans l'énoncé que la boule de neige passe tout d'abord par sa hauteur maximale, puis atteint sa cible. C'est ainsi que nous savons qu'il faut choisir le plus long des 2 temps. Une pierre est propulsée d'une hauteur de 1 mètre, ceci est donc sa hauteur initiale. Elle prend 1 seconde pour s'élever de 10 mètres et se déplacer horizontalement de 8 mètres. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, elle va se retrouver à une hauteur finale qui sera de 11 mètres. Elle est partie de 1 mètre et elle s'est élevée de 10 mètres.
Donc elle aura un YT de 11 mètres. Et elle s'est déplacée horizontalement de 8 mètres. Cette donnée correspondra au XT. Nous avons donc ces différentes données. Et j'ai représenté sur un schéma les informations qui sont dans l'énoncé. À partir de là, nous pouvons écrire les 3 équations du mouvement parabolique, qui sont ces 3 équations, et remplacer toutes les données que nous avons à disposition. Nous obtenons ces 3 équations que j'ai numérotées 1, 2 et 3. Nous cherchons dans cet exercice la vitesse initiale de la pierre, ainsi que l'angle selon lequel elle a été lancée. C'est-à-dire que nous cherchons V0 et alpha. Alors on peut observer que ces 2 inconnus se trouvent dans l'équation 1 ainsi que dans l'équation 2, et nous avons donc ici un système de 2 équations à 2 inconnus que nous devons résoudre. Comme toujours, nous utilisons la méthode de substitution pour résoudre ce système. Autrement dit, nous utilisons la plus simple des 2 équations pour isoler la plus simple des 2 inconnus. Ici, la plus simple des équations est la première, et la plus simple des inconnus est V0. En effet, il serait compliqué d'isoler alpha, qui se trouve dans un cosinus. Dans cet exercice, nous trouvons tout d'abord la hauteur de 6 mètres, qui est la hauteur d'une cour d'école. Nous trouvons également la hauteur de 1 mètre, qui est la hauteur du muret qui entoure cette cour. On nous précise qu'un ballon est tombé dans la rue et qu'un élève va le frapper à partir du sol, donc avec une hauteur initiale nulle, et selon un angle de 54 degrés au-dessus de l'horizontale. Cet angle sera l'angle du tir, alpha égale à 50 degrés. On nous précise que le ballon se situe à une distance de 24 mètres du mur de l'école. On nous précise encore que la vitesse initiale du ballon sera de 18 mètres par seconde et on nous demande si le ballon atterrira dans la cour. Alors il y a quelque chose qui est très important à comprendre dans cet exercice, c'est que la donnée de la hauteur de la cour 6 mètres et la hauteur du muret, donc ce qui fait en fait un total de 7 mètres, eh bien ces données ne sont pas des données du mouvement parabolique du ballon. Ça ne nous dit absolument pas que le YT du ballon vaut 7 mètres. En fait, ce que l'on va chercher, c'est si le ballon passe au-dessus du muret. Et pour passer au-dessus du muret, eh bien, il faut que le YT du ballon soit supérieur à 7 mètres. Donc ceci n'est pas une donnée du mouvement parabolique, mais nous allons calculer la hauteur du ballon et comparer la réponse que nous obtenons à cette donnée de l'exercice. Au total, nous avons donc ces informations, donc les 4 données qui sont indiquées ici, et nous allons calculer la hauteur du ballon et vérifier si elle est plus grande ou plus petite que 7 mètres. Alors pour répondre à cette question, comme toujours, nous avons les 3 équations du mouvement parabolique que voici, et nous y remplaçons toutes les données de l'exercice, ce qui donne ces 3 équations. Le but dans cette équation est donc de calculer la hauteur du ballon, YT. Pour la calculer, nous avons besoin de connaître le temps que mettra le ballon pour partir du sol et atteindre le muret de l'école. Ce temps nous est donné par l'équation 1, juste ici. Nous trouvons que la hauteur du ballon à l'endroit où se situe le muret, c'est-à-dire à 24 mètres du point de tir du ballon, est de 7,79 mètres. Cette hauteur est bien supérieure à 7 mètres, ce qui montre que le ballon passe au-dessus du muret et atterrit dans la cour. On nous demande ensuite de calculer la vitesse d'impact du ballon. Alors ici, il est important de remarquer qu'au point A, nous nous intéressions à cet endroit, à ce moment. Au moment donc où le XT valait 24 mètres et nous cherchions alors le YT correspondant. Maintenant, nous cherchons la vitesse d'impact du ballon et nous savons que le ballon il va atterrir dans la cour, c'est-à-dire juste ici. À cet endroit, que savons-nous ? Eh bien, nous savons que la hauteur du ballon est de 6 mètres, puisque le ballon atterrit dans la cour et que la cour est située à une hauteur h égale à 6 mètres.
Donc nous ne pouvons plus utiliser ces données xt égale à 24 mètres, elle n'est pas valable à cet endroit. Par contre, nous avons la nouvelle donnée yt égale à 6 mètres. Nous obtenons donc de nouvelles données pour résoudre la deuxième question de cet exercice, ces nouvelles données étant celles-ci, et lorsqu'on les remplace dans les équations du mouvement parabolique, on obtient ces trois équations. Alors la question est de calculer la vitesse d'impact. Pour calculer la vitesse d'impact, nous aurons besoin de connaître la valeur vyt. Nous avons donc besoin de connaître le temps t, qui peut être déterminé grâce à l'équation 5. Nous trouvons une réponse finale de 14,33 mètres par seconde pour la vitesse d'impact du ballon. Alors remarquons ici que nous avons obtenu deux temps qui étaient tous deux positifs. Il y a une raison à cela. C'est parce qu'en fait, le ballon, il est ici donc à la hauteur de 6 mètres, mais il y a un autre endroit dans son mouvement parabolique où il a une hauteur de 6 mètres, à peu près ici. Et donc il est tout à fait normal que nous trouvions deux temps différents en résolvant notre équation. Le premier temps correspond au temps pour partir du point initial et arriver à ce premier endroit où la hauteur finale vaut 6 mètres. Et le deuxième temps que nous trouvons correspond au temps pour partir du point initial et arriver dans la cour. J'ai choisi évidemment le deuxième temps puisque nous cherchons ici le moment où le ballon arrive dans la cour et on peut voir que le ballon est bien entendu déjà passé par sa hauteur maximale. Dans cet exercice, nous allons étudier le mouvement parabolique d'une balle de tennis lors d'un service. Alors nous connaissons la hauteur initiale de la balle de tennis qui est de 2,4 mètres et nous connaissons sa vitesse initiale 162 km/h qu'il faudra bien entendu convertir en mètres par seconde. On nous donne également l'angle selon lequel le service est réalisé, 5 degrés sous l'horizontale. Attention que cet angle qui est mesuré donc sous l'horizontale est mesuré dans le sens antitrigonométrique, de sorte que nous devrons compter un angle de moins 5 degrés pour notre mouvement parabolique. On nous donne également la hauteur du filet, ainsi que la distance entre la ligne de service et le filet, 12 mètres. Enfin, on nous précise la taille de la zone de service. Alors, j'ai représenté déjà sur ces schémas toutes ces données qui ont trait donc à un terrain de tennis. On a ici une vue d'en haut, où on voit donc que le service va se faire derrière la ligne de fond du terrain. On voit ici le filet et on aperçoit les zones de service ici. Ici, on a une vue de côté où on peut donc mieux observer la hauteur du filet qui apparaît ici. Nous cherchons ici à savoir si le service est réussi. Et pour qu'un service soit réussi, eh bien, il y a deux conditions à respecter. Et les deux conditions à respecter sont les deux questions qui vous sont posées au point A et au point B. Tout d'abord, il faut bien entendu que la balle passe au-dessus du filet. Et ensuite, si la balle est passée au-dessus du filet, eh bien, il faut qu'elle tombe dans la zone de service et non derrière la zone de service. Nous allons donc vérifier tout d'abord que la balle passe au-dessus du filet. Pour ce faire, nous devons déterminer à quelle hauteur la balle se situe juste ici, dans son mouvement parabolique, c'est-à-dire à une distance de 12 mètres du point de service. Nous savons donc que xt vaut 12 mètres et nous cherchons la valeur de yt. Cette valeur de yt, nous la comparerons à la hauteur du filet. Si la valeur de yt que nous avons trouvée est plus grande que 91,4 cm, eh bien le service passera au-dessus du filet, sinon le service tombera dans le filet. Nous avons donc toutes ces données que j'ai déjà inscrites ici. Comme toujours, nous remplaçons ces données dans les trois équations du mouvement parabolique que voici et nous obtenons les trois équations suivantes. Nous cherchons donc la hauteur de la balle
au moment où elle passe au-dessus du filet, c'est-à-dire au moment où elle a parcouru une distance horizontale de 12 mètres. Pour déterminer cette hauteur, nous aurons besoin du temps que nous pouvons calculer à l'aide de l'équation 1. Nous venons de montrer que la balle passe bien au-dessus du filet. En effet, au moment d'arriver au-dessus du filet, elle se trouve à une hauteur qui est supérieure à la hauteur du filet. Nous devons maintenant déterminer si la balle va tomber dans la zone de service ou bien en dehors de la zone de service. Alors à ce moment-là, la balle va se trouver ici. Donc nous analysons cet instant. Et donc elle se trouve sur le sol, YT égale à 0. Nous devons calculer la valeur de sa distance horizontale parcourue, et si cette valeur est inférieure à 12 plus 6,4 mètres, alors la balle sera bien tombée à l'intérieur de la zone de service. Si cette valeur de la distance horizontale parcourue, donc xt, est supérieure à 18,4 mètres, et bien alors cela signifie que la balle est tombée en dehors de la zone de service. Nous avons donc ces données. YT égale à 0 car la balle de tennis tombe au sol, et nous cherchons la valeur de xt, et nous devons déterminer s'il est plus grand ou plus petit que 18,4 mètres. Les trois équations du mouvement parabolique que nous allons utiliser sont donc celles-ci. Le but donc est de calculer xt. Pour cela, il nous faut la valeur du temps de vol de la balle, que nous pouvons calculer à l'aide de l'équation 5, qui est une équation du second degré.